Bonjour, merci de m'accueillir. Effectivement, je me sens un petit peu troublé parce que j'ai l'habitude de m'adresser à pas mal de personnes, mais pas avec une grande majorité d'enseignants, puisque effectivement, c'est bien un doctorat que j'ai en sciences de l'éducation et pas en sciences de l'enseignement. Vous allez voir, on va voir tout ça. Du coup, je commence, ça va? Oui, ça va? On y va? Vous êtes prêts? Ça va partir un peu fort, hein, mais on y va. Donc, on va parler de la liberté éducative. Moi, je suis aussi, et surtout, en fait, le papa de ces deux garçons-là. Alors, on y va. Donc, notre voyage, il commence en Anatolie, vous savez, l'actuelle Turquie. À peu près, c'est là où les sociétés, les cités-États se sont un petit peu formés autour de l'agriculture. Alors, pas grâce à l'agriculture, mais à cause de l'agriculture. Hein. Il a fallu stocker, il a fallu organiser, etc. Mais avant ça, quand on voulait ramasser du blé, ou c'était de l'épeautre surtout à l'époque, ben on marchait, puis on ramassait du blé un peu à droite, à gauche, là où on le trouvait. On avait des coins à blé, comme il y a des coins à champignons, vous savez. Donc on ramassait comme ça. On s'est dit que pour que ce soit plus simple, on se regrouperait tout le blé au même endroit. Bon, tant pis s'il y avait encore un peu de coquelicots. Je vous rassure, bientôt il n'y en aura plus. Mais il y avait encore des coquelicots ou d'autres choses au milieu. Mais pour aller encore mieux et plus vite, on s'est dit que si on plantait tout le même jour, uniquement du blé pour tout récolter le même jour, ce serait encore bien plus simple. Ça va ? Et comme on trouvait que ça n'allait pas encore assez vite, eh bien on y a rajouté des intrants chimiques. D'accord? Oui? Ça va? Donc là, c'est l'histoire de l'industrialisation de l'agriculture. D'accord? Un autre phénomène qui s'est fait en parallèle, c'est que les gens qui étaient nomades et qui fabriquaient à la fois leurs habits, leurs armes, etc., se sont spécialisés. Et on a eu des gens qui cultivaient le blé, d'autres qui le stockaient, d'autres qui l'administraient, d'autres qui le protégeaient. Et les gens sont devenus, donc, on a créé les professions. Vous voyez? Ça va? Je continue? Alors, il y a 3 dangers, qui sont des dangers intellectuels, pas de panique, à cette histoire-là. Le premier danger, c'est la confiscation du vocabulaire. C'est-à-dire que si je viens ici devant vous et que je vous dis je suis agriculteur, ça sous-entend que je suis un acteur de l'agriculture pétrochimique. Ça, c'est le normal, d'accord? Ok? Si je ne fais pas ça, il va falloir que je réinvente du vocabulaire, et les paysans l'ont fait, ils ont été meilleurs que les éducateurs. Donc, vous voyez, ça c'est normal, voilà, ça c'est l'agriculture, normale. Conventionnelle, on disait. Ici, par exemple, ça pourrait être du bio-intensif, vous voyez? Là, on serait en agroécologie, et là, c'est la zone 4 de la permaculture. Vous voyez. Donc, il a fallu comme réinventer du vocabulaire pour désigner tout ce qui avait toujours existé. D'accord? Parce que le vocabulaire avait été capté par l'industrie. Le deuxième danger, c'est la croyance que c'est l'agriculteur qui fait pousser le blé. Et que s'il n'y avait pas d'agriculteur, il n'y aurait pas de blé. Ce qui est un peu bizarre, en fait. Vous voyez. Il y a toujours eu du blé, en fait, bien avant les agriculteurs. Et le troisième danger, sans doute le plus dangereux des trois, c'est la création d'une science, l'agronomie, qui a été faite évidemment à l'intention des agriculteurs. D'accord? C'est pas très grave, hein, l'agriculteur a des besoins, on crée une science pour répondre à ses besoins, ça va. Par contre, où c'est un petit peu compliqué, c'est quand on fait croire que le principal intéressé, c'est le blé. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais vu un grain de blé assister à un cours d'agronomie. Vous voyez, ça n'a pas été fait pour lui. C'est pour le paysan, c'est pas pour le blé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va? Oui? Alors, on a parlé d'agriculture, on aurait pu parler de la santé, on aurait pu parler du travail, c'est l'industrialisation du monde, hein, d'accord? C'est bon? Eh bien, merci d'être venu, ça m'a fait plaisir. Non, si vous voulez, on peut parler d'éducation un petit peu. Alors voilà, dans l'ordre des mammifères et de quelques gallinacés, c'est le rôle naturel des parents de s'occuper de leurs enfants.
Et un peu depuis que le monde est monde. D'accord? Ça va? On est d'accord avec ça? Donc là, on assiste à une scène d'une banalité incroyable, c'est-à-dire un père qui joue avec son enfant, et l'enfant joue à faire des gestes qui vont lui être utiles dans la vie pour continuer sa culture, en fait. Donc c'est une scène d'une banalité incroyable. Mais comme on trouvait que ça allait pas assez vite, on s'est mis à regrouper les gens dans des salles. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez la petite maison dans la prairie, le même bâtiment qui fait église le dimanche et école la semaine. Oui, il n'y a pas de hasard. Alors, là, c'est ça, c'est les Inuits du Groenland, mais c'était ça. Et alors, vous voyez, on voit que ceux de devant, ils ne comprennent pas trop bien ce qui se passe, ce qui fait qu'on a décidé de classer les gens par date de fabrication. Alors, on a créé des classes. Encore là, il n'y a pas d'uniforme, mais il y a des filles et des garçons, ce qui n'a pas toujours été le cas. Hein, donc, j'exagère pas trop, c'est juste l'histoire banale, quoi. Et comme on trouvait que ça allait pas... vous savez, là, avec ça, en fait, on pouvait planter tout le même jour et récolter tout le même jour, le jour du bac. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, c'est la même chose. Et comme on trouvait que ça allait pas assez vite et assez bien, on y a mis les intrants chimiques. Donc, voilà. Donc, c'est la même chose. Donc... alors on a pensé à tout le monde, les enfants en haut, les profs en bas. Donc l'industrie chimique a fait bien le travail. Ça va? Et on retrouve les trois mêmes dangers. La confiscation du vocabulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très très compliqué de parler d'éducation sans prononcer le mot école. Parce que le vocabulaire s'est fait piquer. Vous voyez? Par exemple, ça s'appelle l'école à la maison. Vous voyez? Donc, alors qu'en fait, on ne fait pas l'école et on ne reste pas à la maison, vous voyez? Mais voilà, les gens qui ne font pas du tout de cahier chez eux, on appelle ça du unschooling. Pourquoi? Vous voyez l'absurdité? C'est-à-dire que quand vous appelez un électricien, vous ne dites pas « j'appelle un non-plombier ». Vous voyez, c'est ça. Mais on s'est fait piquer le vocabulaire. Ce qui fait que on est obligé de parler d'éducation toujours en employant du vocabulaire scolaire, en fait. Le deuxième danger, c'est la croyance que c'est l'enseignant qui fait grandir l'enfant, et que s'il n'y avait pas d'enseignement, il n'y aurait pas d'apprentissage. Alors qu'évidemment, on a des millénaires de recherche qui prouvent l'inverse, en fait. Mais voilà, c'est que sans enseignement, il n'y a pas d'apprentissage. Ça, c'est une curiosité, hein, on va y revenir. Le troisième danger, c'est la création d'une science, donc là, les sciences de l'éducation, qui sont faites pour aider l'enseignant, mais qui ne concernent pas l'enfant, en fait. D'ailleurs, c'est la seule chose qu'on n'enseigne pas aux enfants. Si vous voulez suivre des cours de sciences de l'éducation, c'est en tant qu'adulte. Aux enfants, on leur fait faire de la chimie moléculaire, de la physique quantique, des trucs hyper complexes, mais pas d'éducation. On n'a jamais vu un grain de blé assister à un cours d'agronomie, on n'a jamais vu un enfant assister à un cours de sciences de l'éducation. Parce que ce n'est pas fait pour lui. Ça va? Tout le monde personne n'est en PLS, là, ça va? Vous survivez? Ça va continuer. Hein. Donc, ça on l'a vu, voilà. En fait, apprendre est consubstantiel au fait de vivre. Vous voyez? En gros, je vous souhaite de vous réveiller en bonne forme demain matin, mais si vous deviez ne pas vous réveiller demain matin, ce serait le seul moyen que vous auriez trouvé pour ne pas apprendre. Si demain matin vous êtes en vie, alors vous allez apprendre. Il suffit de vous réveiller. Vous voyez? C'est une chose super facile, ça se fait tout seul. Si demain je décrète que c'est la journée où vous n'apprenez rien, d'accord, demain, on va faire ce défi-là, je vous mets au défi demain, alors surtout si vous venez au congrès, ça va être pratique. Donc demain, je vous mets au défi de ne rien apprendre. Vous comprenez? C'est impossible en fait. Vous voyez, là, mon fils n'avait pas pris un cours de grimpage de palmier, hein, vous comprenez? Ça va? Alors vous dites, ça c'est des trucs de farfelu, ça c'est... Nous, c'est pas ça qu'on nous a enseigné à l'IUFM, ou je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, là, mais c'est pas ça qu'on nous a dit. Alors, vous avez raison, hein, c'est tout à fait farfelu. Mais dans le club des farfelus, on est quelques-uns. Je vais vous présenter quelques membres du club des farfelus. Donc Confucius, plus le maître enseigne, moins l'élève apprend. Cicéron, qui a été repris par Montaigne, l'autorité de ceux qui enseignent nuit la plupart du temps à ceux qui veulent apprendre.
Ça, c'est juste après la tête bien faite et la tête bien pleine, vous savez, mais on en parle moins souvent. Si je cite Ivan Illich, on va dire que je triche parce que c'est un ami, mais les enfants sont par définition des apprentis et apprendre l'activité humaine qui nécessite le moins de manipulation par autrui. La majeure partie de l'apprentissage n'est pas le résultat de l'instruction, mais plutôt le résultat d'une participation sans entrave dans un environnement chargé de sens. À mon avis, il a tué le sujet, là, hein, d'accord? Il a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur la question. Paulo Freire, grand pédagogue brésilien, interdit depuis le nouveau gouvernement Bolsonaro. Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque tout seul, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Goldsmith, je ne vous fais pas l'argument d'autorité, mais enfin, pour vous montrer qu'il y a quand même des gens qui en ont parlé. Goldsmith, prix Nobel alternatif, fondateur de The Ecologist. L'éducation est d'une nombreuse fonction sociale clé que l'État a usurpée et qui, dans une société écologique, doit être de nouveau assumée au niveau de la famille et de la communauté. Et on pourrait continuer jusqu'à demain matin. Hein. L'éducation est une grande chose, mais il est bon de se souvenir de temps à autre que rien de ce qui mérite d'être su ne peut s'enseigner. Bien sûr, hein, accompagner quelqu'un dans le deuil, être amoureux, vous voyez tout. John Holt, prof pendant 30 ans, il s'est dit « mais c'est quoi cette affaire, ça marche pas ?» Il est sorti de l'école et il a dit ça. En dépit d'un siècle de résultats qui le contredisent, les éducateurs s'accrochent à l'idée que l'enseignement produit de l'apprentissage. Thoreau, évidemment, bon, c'est mon chouchou. Nous sommes tous des maîtres d'école et notre école, c'est l'univers. Et on finira par Rousseau, qui est quand même quelque chose à dire sur l'éducation. La liberté est le seul instrument qu'on n'a pas encore essayé depuis qu'on se mêle d'élever les enfants, le seul précisément qui peut réussir. Et 3 petits points, parce que je vous dis, on pourrait continuer jusqu'à demain matin comme ça. Ce qui fait que ce n'est pas une idée qu'on peut balancer du revers de la main en disant bon, ça c'est n'importe quoi. Vous voyez, il y a quand même il y a toute une culture. Ça, c'est tout ce qu'on n'apprend pas à l'UFM, hein, moi, que je vous montre là. D'accord ? Une fois, il y a eu une jeune étudiante qui me dit ben moi, je sors de mes études pour devenir prof, ça. On ne m'a jamais parlé de vous. J'ai dit ben oui, c'est normal. C'est le dernier endroit où on va te parler de moi. Donc, excusez. Donc finalement, si on sait que la salade va pousser toute seule, qu'il n'y a pas besoin de tirer sur les feuilles pour qu'elle grandisse plus vite, eh ben, notre question, c'est une question environnementale. Nous, on a juste à préparer le jardin. Vous voyez, nous, notre seul souci, c'est que la graine ne tombe pas sur l'autoroute. Parce que si elle tombe sur un jardin qui a été bien préparé, on sait qu'elle va grandir toute seule. Ça va ? Oui ? Donc nous, c'est un souci de jardinier, finalement, qu'on se pose. C'est un souci environnemental. Donc la seule question, en tant que parents, profs, éducateurs, grands-parents, ou je ne sais pas, la seule question qui nous préoccupe vraiment, c'est de savoir comment je veux préparer l'environnement pour que la graine pousse toute seule, en fait. Ça va ? Alors, j'ai posé cette question-là, moi, évidemment, je vous présente là, en quelques minutes, 20 ans de recherche. Hein. Alors, je vous présente ça de façon un peu légère, mais c'est appuyé. J'ai mis ça dans un livre de 250 pages que vous avez à la librairie là-bas, qui s'appelle « Une éducation sans école ». Donc, toutes les références, toutes les citations, vous les avez là-bas. Évidemment, je ne vous encombre pas avec ça ce matin. Alors, les apports de la littérature, parce qu'évidemment, quand on fait de la recherche, on s'intéresse à la littérature, et je m'étais dit, je ne suis quand même pas le seul à me poser cette question-là, de quoi doit être fait l'environnement. Alors, je suis allé voir, j'ai invité à la maison un soir ces gens-là. Alors, il y avait David Sobel. David Sobel, il s'est dit, quand on laisse des enfants jouer tranquillement dans la nature, peu importe la culture, le groupe socio-professionnel, etc., ils jouent toujours de la même façon, c'est universel. Bon, ben, comme moi, je cherche des choses universelles aussi, ils m'intéressent. Bon, Célestin Freinet, les invariants, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Donc là, moi, ça m'intéressait aussi, 70 invariants, ça fonctionne toujours pareil, ça m'intéresse. Sébastien Faure, qui avait parlé d'éducation intégrale, je l'ai invité aussi. Puis Edgar Morin, parce qu'il parlait des 7 savoirs essentiels, etc. Donc on parle de choses universelles. Entre la poire et le fromage, avant de servir l'agnole, je leur ai demandé de se mettre d'accord sur une définition, et ils m'ont sorti ça. Offrir de l'espace pour l'observation, l'exploration personnelle, l'activité physique, entretenir la motivation par la bienveillance, un rapport doux à l'autorité, favoriser un rapport à la connaissance juste en enseignant la complexité, en faisant preuve de conscience et en ouvrant sur l'imaginaire et le sensible, favoriser l'entraide et la collaboration à l'intérieur du groupe. Là, on parle de gens qui ne sont pas hors de l'école, hein. Ils ont des écoles alternatives et tout ça, mais ils sont quand même dans le système, d'accord ? Bien qu'ils se sont tous fait virer à un moment donné, mais quand même, ils étaient... c'était pas des propos hors école. Hein. Donc, c'est mon premier ingrédient.
Deuxième ingrédient, je suis allé voir, écoutez, croyez-le ou non, personne n'avait jamais pris son bâton de pèlerin, aller taper une porte des maisons en disant voilà, on dit l'école à la maison, mais vous faites quoi exactement? À quelle heure vous vous levez? Ça se passe où? Comment ça marche? Et moi, j'avais appelé ça l'éco-éducation. Parce que vous savez, en recherche, c'est le privilège qu'on a, on peut inventer des mots. Vous voyez, vous savez, un docteur qui dit une connerie, c'est une doctrine. Vous voyez, c'est la base. Vous voyez. Donc, moi, j'avais appelé ça éco-éducation, parce que c'est l'éducation dans l'oikos. D'accord? Dans l'éco, quoi. Alors, il y a des parents école maison, là? 6, c'est bien. Merci. Et non, une petite dizaine, c'est bien. Bon, vous me direz si vous vous sentez trahi par mes... Bon. Alors, comment on fonctionne quand on est à la maison? En général, on utilise de la pédagogie de projet. Là aussi, il faut faire attention. Hein. À l'école aussi, on utilise de la pédagogie de projet, mais ce n'est pas du tout la même chose. Hein. C'est de la fausse pédagogie de projet à l'école. Vous comprenez? Au sens où... Il y en a qui font ça dans vos classes, la pédagogie de projet? Non? Vous ne faites pas ça? Personne? Bon, ok. En gros, c'est... moi, mes enfants, maintenant, sont dans une école alternative, et puis on dit, on fonctionne par projet. Les enfants peuvent faire leur projet, alors qu'en réalité, ils doivent faire leur projet, ce qui n'a rien à voir, d'accord? C'est là où c'est complètement différent. Hein. Alors, on trouve une chenille, on se demande ce que c'est, on va à la bibliothèque, on prend un livre, on se rend compte que c'est telle espèce, que finalement ça mange ça, on construit un vivarium, et donc de la chenille qu'on a trouvée, on en fait 3 semaines, d'accord? Voilà, c'est ça, hein. Le deuxième truc, c'est l'utilisation des infrastructures éducatives non formelles. Les musées, les parcs, les centres des sciences. À Montréal, on a la carte du biodôme, du jardin botanique, bon, etc., etc. Le troisième point, c'est la mise à profit de la découverte nature, évidemment. Hein. Parce qu'il y a un truc génial avec la nature, c'est qu'il n'y a pas besoin d'acheter l'extension. Vous savez c'est inépuisable. Oui, donc... Et puis, le quatrième point, c'est l'insertion d'un réseau social, le club de foot, ce que vous voulez, le judo, le violon, la piscine, etc. Quoi. Voilà. Donc, en gros, comment se passe une journée d'enfants qui ne vont pas à l'école? Eh bien, comme ça. Est-ce que ça va? Vous vous reconnaissez? Je ne vous trahis pas trop? Bon. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième ingrédient. De quoi doit être fait l'environnement? C'était ma question de base. Premier ingrédient, la littérature. Deuxième ingrédient, l'exploration des familles, pas d'école. Troisième ingrédient, il y en a 4, c'est les apports du voyage. Parce que là, on le sait tous, les voyages forment la jeunesse. Vous savez, en général, quand vous dites « je fais l'école à la maison », vous avez toujours cette question. Oui, mais alors, et la socialisation et vous connaissez par cœur. Voilà. Et là, vous dites non, mais en fait, on fait le tour du monde, on va voir plein de pays, et les gens vous disent ah, mais c'est formidable. Vous voyez, hop là, vous pouvez retourner quelqu'un sur un 10 sous avec ça. Et alors, c'est bien beau de dire oui, les voyages, c'est un support éducatif, mais en même temps. Comment? Ben alors parce qu'il y a la préparation. On sort des cartes, on réfléchit au budget, on regarde où on veut aller, on s'intéresse, d'accord? Donc juste ça, la préparation d'un voyage, c'est déjà tout un apprentissage. Évidemment, en cours de route, on se retrouve avec toutes sortes de contraintes ou toutes sortes de rencontres qui nous conseillent d'aller voir le truc qu'on n'avait pas prévu, et on ressort les cartes, et voilà, on apprend à s'adapter. Il y a les apprentissages qui sont liés aux interactions avec les autres, parce qu'évidemment, vous savez, quand on est en voyage, on est très fragile, hein, on dépend de la rencontre est radicale. On tombe sur le gars sympa qui vous invite, qui vous héberge, et vous dites ah, ce pays est formidable, vous tombez sur l'abruti qui vous pique vos passeports et tout ça, vous dites c'est quoi ce pays? Vous voyez, donc on va se faire une idée du pays avec une ou deux rencontres parfois. Donc voilà, on a besoin de cette rencontre-là. Il y a les apprentissages au contact de la nature. Évidemment, là, l'IM on est sur le Saint-Laurent, en voilier, vers Tadoussac, pour ceux qui connaissent. Et donc, on voit des belugas qui venaient au bord du voilier. Il y a vraiment de l'empathie, puis on comprend aussi, parce que le gris de beluga, c'est un jeune, puis l'adulte, il est tout blanc. Enfin, voilà, c'est ça. Il y a les aménagements. Quand on voyage, on va camper, il va pleuvoir, il faut tendre une bâche. Et donc, tout ça, c'est de l'apprentissage aussi. Et évidemment, avec très peu de moyens, parce que sur un voilier, d'un camping-car, en camping, c'est plus limité qu'ailleurs. Il y a les apprentissages qui sont liés à des lieux historico-naturels, culturels. Bon, ça, j'ai besoin de convaincre personne. Si vous allez visiter la mosquée cathédrale de Cordoue, ça s'apprend toujours mieux que si vous n'êtes pas allé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on apprend plein de choses avec ça.
Et les apprentissages sont liés aux activités. Si vous habitez à la montagne et que vous vous retrouvez au bord de la mer, vous allez faire des activités que vous ne pouvez pas faire d'habitude, évidemment. Hein. Liam s'était retrouvé à faire du rodéo dans le Wyoming. Bon, on ne fait pas du rodéo tous les jours à Montréal. Évidemment, il y a tous les apprentissages qui sont liés au retour. Parce que vous avez peut-être vécu cette expérience-là de revenir après 6 mois en Inde et vous tombez sur la voisine qui vous dit « Alors, c'était bien ?» Et il faut apprendre à se raconter. D'accord? Alors on tient des carnets de route, on filme, on tient un blog, et alors voilà, encore tout ça, et on apprend à raconter notre voyage en 3 minutes ou en 3 heures, suivant l'intérêt des gens qui sont autour de nous. Ça va? Oui? Donc c'est pour ça que c'est des apprentissages formidables. Évidemment, vous comprenez que tout ce que je viens de vous décrire là est difficile à acquérir dans le cadre d'une classe, vous comprenez? C'est un peu compliqué. Hein? 4e ingrédient, c'est ce que j'avais appelé il y a déjà une vingtaine d'années, l'ethnopédagogie. C'est-à-dire, on a quand même toute l'histoire de l'humanité qui a grandi sans école. Et donc il y a des peuples, alors qu'on ne sait plus trop comment les nommer, mais les peuples premiers, les peuples derniers, les peuples racines, les peuples traditionnels, vernaculaires. Aucun de ces mots n'est le bon, mais enfin vous voyez de quoi je parle. Et ben, eux, ils ont développé tout un tas de stratégies éducatives, évidemment. Alors, lesquelles? C'est quand même intéressant, parce qu'aujourd'hui, on va faire un voyage au Mali, puis on dit « Ah ben oui, j'ai rencontré des gens formidables qui connaissent le désert comme leur poche, voilà, ils ont grandi là, le gars à 8 ans, il gardait les chèvres, il connaît ça par cœur. Mais alors, la misère, hein? Ah oui, ils sont pauvres. Hein? Écoutez, on va créer une association, on va aller leur faire une école. » Vous voyez le paradoxe. Hein? D'ailleurs, pas loin de la photo où la photo a été prise, là, il y avait une association allemande qui avait investi des centaines de milliers d'euros pour faire une école pour les nomades. Voilà. Elle est toute neuve encore. Alors, comment on apprend dans ces sociétés vernaculaires, traditionnelles et tout ça? Ben, en utilisant le vocabulaire vernaculaire, celui qui est né là. D'accord? C'est pour ça que je vous ai mis les cristaux de neige pour évoquer dans une des 11 langues autochtones qu'on a au Québec, mais notamment l'Inuktitut, mais ça se fait aussi en Innu et dans d'autres langues, toute la diversité pour nommer la neige. D'accord? En Inuktitut, c'est 25 mots de base. Mais s'il y a des linguistes ici, vu que c'est des langues agglutinantes et à déclinaison, vous voyez, ça fait 300 mots, quoi. La neige qui est tombée, en train de tomber, qui a croûté, qui a fondu, etc. etc. Hein. Voilà, donc nous on dit neige, forcément c'est moins précis. Hein. Le conte aussi. Le conte c'est une façon de se transmettre de la culture partagée. C'est important hein, de passer par le conte. Encore une fois, c'est pas un conte qu'on va créer à des fins pédagogiques. C'est pas du tout ça. Hein. C'est pas, on ne veut pas déguiser un message en commençant notre message par « il était une fois ». C'est pas ça du tout. Hein. Je parle de contes traditionnels, d'accord ? D'ailleurs, les messages sont souvent un peu subliminaux. Hein. Vous savez, un conte cri ou un conte inuit, si vous le comprenez, c'est qu'il n'est pas inuit en fait. Vous voyez ce que je veux dire? 1000 ans de contes inuit, vous voyez, si vous le comprenez, c'est que c'est pas inuit. C'est aussi bête que ça. Vous voulez un petit exemple? Allez, rapide? Ouais, allez. Un conte cri et inuit, ils se retrouvent dans les deux cultures. Donc les parents, ils partent à la chasse au caribou avec leur enfant. Sauf qu'avant de partir, ils se rendent compte que l'enfant a des poux. Donc ils l'abandonnent, ils vont à la chasse au caribou, et là le géant arrive. Et le petit lui dit « Ah ouais, toi t'es le géant qui mange les enfants ». Et alors le géant dit « Non, pas du tout ». Il prend le petit, l'épouille, il lui laisse un pou mâle, un pou femelle, il le ramène aux parents, et il leur dit « C'est bon, maintenant vous pouvez partir à la chasse au caribou avec lui ». Voilà. Donc, les caribous sont à la terre ce que ça se déplace en gros troupeau, hein, ce que le pou est à l'homme. Or, dans les débuts de l'humanité, on ne savait pas qu'on pouvait être à la fois mangeur et mangé. Il fallait être soit un, soit l'autre. D'accord? Donc, si je suis mangé par les poux, je ne peux pas aller chasser le caribou. Mais le géant rétablit l'équilibre et dit non, mais si on fait attention, qu'on ne tue pas tout d'un coup, qu'on laisse un mâle, une femelle pour que le troupeau se reproduise, on peut équilibrer ça et faire à la fois être mangeur et mangé. D'accord?
Ça va? Voilà, mais voilà, dites-vous que dans la plupart de ces peuples-là, il n'y a pas de police, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de prison, etc. Hein, donc il faut bien se normer autrement. Hein. La solitude. Dans toutes les sociétés traditionnelles, il y a des moments de solitude. Le jeune chasseur, le jeune berger, le jeune pêcheur. Voilà. Et évidemment, pendant que je garde mon troupeau de chèvres, j'entends, j'apprends, je comprends, etc., etc. D'accord ? Alors, dans le système scolaire aussi, il y a des grands moments de solitude. C'est le jour de l'examen. mais à part ça, on est toujours dans la foule des courses du 23 décembre. Quoi. On est toujours pris dans une foule que nous, on ne voudrait jamais pour nous-mêmes, en fait. A l'inverse, dans toutes les sociétés traditionnelles, on se retrouve le soir dans le tipi, la yourte, au coin du poêle à bois. Au Québec, c'est le coin du poêle à bois. Hein. Mais aussi le Cantou, dans le sud de la France, etc. Et bon, ben là, on va mieux et plus loin ensemble. Hein. Ah, j'ai vu ça, mais t'es sûr que c'était ça? Et voilà, et on continue. Hein. Et puis, évidemment, l'observation et la reproduction du geste. Ça, c'est tellement présent qu'on a cru qu'il n'y avait que ça même pendant un temps. Et évidemment, on va voir. Là aussi, il faut que ce soit à l'initiative de l'observateur et non pas de l'observer. On n'est pas du tout dans « je fais un A au tableau, à vous de faire un A ». C'est pas ça du tout. Hein. C'est l'observateur qui décide quand il veut et comme il veut d'aller observer quelqu'un qui fait un geste qu'il apprécie et qu'il voudrait pouvoir refaire. Pas du tout la même chose, d'accord ? Ça, c'était mon 4e ingrédient. Je vous rappelle ma question de base, hein, qui était... de quoi doit être fait l'environnement, d'accord ? La littérature, l'école maison, les familles en voyage, les sociétés traditionnelles, je passe tout ça au mixeur. Et alors, qu'est-ce qui ressort de ces apports-là ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Alors, quelques grands principes qui devraient être des fondements universels pour l'éducation, en fait. D'accord ? Et que si vous êtes dans un environnement qui ne garantit pas ça, alors, évidemment, ça va vous prendre tout un tas de stratégies pour motiver les enfants, etc., puisqu'on n'est plus dans des apprentissages naturels, vous comprenez ? Mais naturellement, ce dont on a besoin, c'est d'un environnement qui est fait de temps et d'espace libre. Sinon quoi ? D'accord, je vous pose la question. Si on n'a pas un environnement de temps et d'espace libre, alors on a quoi ? Rappelons qu'un enfant qui va à l'école ne choisit pas son école. Enfin, il ne choisit pas d'aller à l'école déjà, il ne choisit pas son école. Il ne choisit pas le calendrier scolaire de l'année. Hein. Il ne choisit pas les horaires. Il ne choisit pas son programme. Il ne choisit pas sa classe, il ne choisit pas sa place, il ne choisit pas son professeur, il ne choisit pas ses condisciples, il ne choisit pas les matières, il ne choisit pas les méthodes pédagogiques, il ne choisit pas d'être évalué, ni quand, ni comment il va être évalué, ni la couleur du stylo avec laquelle il va devoir remplir son évaluation. D'accord ? Alors, on nous explique que ça va nous donner des gens autonomes. On peut quand même se demander par quel miracle, vous voyez ce que je veux dire ? Et si les gens finissent par être autonomes, ce n'est pas grâce à ce dispositif. Ça, ce serait curieux quand même. D'accord ? Donc du temps et de l'espace libre, oui, pour pouvoir l'aménager. Pour pouvoir en faire quelque chose qu'on veut, et quand on veut, et comme on veut. Sinon quoi ? Ça va ? J'avais rencontré une jeune ado là, qui n'était pas allée à l'école de toute sa vie, et qui vers 15 ans s'est dit « Ah ben tiens, là, je vais faire une année d'école pour voir ce que c'est ». Alors je la rencontre un peu après, j'ai dit finalement, alors l'école, ça va, ça se passe bien ? Elle me dit, tu me croiras jamais. Il y a des gens là-bas, leur métier, je te jure que c'est vrai, hein, c'est de faire en sorte que toi, tu n'aies rien à penser, quoi. Tu arrives, on te dit, tu te mets là, dans telle classe, assieds-toi là, on te donne le polycope, tu le remplis, j'ai fini, je t'en donne un autre. C'est leur métier de faire en sorte que toi, tu n'aies jamais 5 minutes pour faire tes choses à toi. Et te demander qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de ta journée. Ils ont pensé à tout. C'est quand même incroyable. Vous voyez ? Voilà. Évidemment, quand on a du temps et de l'espace libre, on peut prendre en compte, en fait, ce magasin d'horloges biologiques qu'on a à l'intérieur de notre corps. Parce qu'évidemment, notre corps ne réagit pas pareil quand on est je vous ai mis une photo de l'hiver québécois. Quand on est en été ou en hiver, on a des périodes, vous savez, on a des couches tôt, lève tôt, couches tard, lève tard, vous le savez, ça. Si vous avez au moins 2 enfants, vous savez qu'ils sont différents. Hein. Les périodes d'activité aussi, on est plus ou moins en forme. Il y en a qui font des siestes, il y en a qui n'en font pas. Les moments où on a faim, où on n'a pas faim. Le moment où le cerveau est plus réactif. Quand on est une femme,
Évidemment, je suis mal placé pour en parler, mais il y a tout le cycle des menstruations qui ne touche pas juste les 4 ou 5 jours, là, qui touche tout le mois, où le corps se modifie, il y a des coups de fatigue, etc., etc. Donc quand on a du temps et de l'espace libre, on va tenir compte de tout ça. Mais si c'est de 8 heures à 5 heures tous les jours de l'année, quoi qu'il arrive, vous comprenez, on est ailleurs. Ça va? Autant pour les profs que pour les élèves, hein, je veux dire, c'est le même problème. Hein. Élève, qui est un mot que j'aime pas beaucoup, je préfère parler d'enfants, ou même plutôt de personnes en situation d'enfance, en fait, vous voyez. Ben oui, parce que il n'y a plus personne aujourd'hui qui dit un vieux, on dit une personne âgée, ou un handicapé, parce qu'on ne veut pas voir le handicap, on veut voir la personne qui a une situation particulière, c'est d'avoir un handicap. Mais moi, ce n'est pas son handicap qui m'intéresse a priori, c'est la personne. Vous voyez, je veux dire. Donc quand on dit l'enfant, on ne voit que sa caractéristique d'enfant, plutôt que de voir une personne qui est dans une situation d'enfance. Mais alors quand on dit élève, oui, voilà quoi. Deuxième ingrédient, enfin pas ingrédient, mais le deuxième axe de solution, c'est un environnement qui est fait d'interactions fertiles, fécondes, d'accord? Mais ça veut dire que c'est une interaction qui est faite avec la diversité. Vous savez, un enfant de 1 an, 2 ans, il va faire du lien social avec n'importe qui sans aucune forme de préjugé. D'accord? Lui, il peut parler et jouer avec, je veux dire, un jeune, un vieux, un blanc, un noir, un gros, un maigre, un riche, un pauvre, enfin, il s'en fout, vous comprenez? Un sourire et c'est parti. Nous, en tant qu'adultes, c'est plus compliqué. Donc toute cette diversité-là, il faut que ça soit dans la vraie vie et pas avec des gens classés par date de fabrication, vous comprenez? Ça ne peut pas marcher. L'autre point, c'est de la bienveillance. Alors ça, attention, le mot casse-gueule, de la bienveillance, parce que, évidemment, comme personne ne revendique faire une éducation malveillante, a priori, c'est un mot qui veut rien dire, vous comprenez? Oui, qui fait de l'éducation malveillante ici? Oui. Voilà. Donc, vous comprenez que c'est un mot valise, quoi, qui veut plus rien dire, puisque, voilà. En général, il faut faire une bienveillance, enfin, il faut être dans une attitude de bienveillance qui soit à l'écoute des besoins de l'autre. C'est ça la bienveillance, d'accord? Et non pas une sorte de bienveillance, enfin d'exigence qui est déguisée en bienveillance. D'accord? Je m'explique. Eh bien alors Hugo, comment ça se fait que tu n'as pas marqué 4 buts pendant ton match de foot? D'habitude, tu es vraiment super bon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que vraiment tu veux qu'on aille voir un docteur, etc. Parce que moi, tu sais, je veux bien t'écouter, etc. Mais tu sais, les 4 buts, là, ils sont où? Hein? Voilà. Et en fait, ça paraît être une exagération ce que je fais là, mais je l'ai vu de mes yeux vus là, c'est ça. Cette scène-là, je l'ai vue quoi. Oui. Alors des parents cool, même d'ailleurs, ça fait partie de leur performance de parents d'être super cool en fait. Oui. Mais il faut que tout le monde soit ultra performant, les enfants, les parents, tout le monde quoi. Voilà, ils sont tous au top de la performance en étant super cool et super bienveillants. Vous voyez le truc? Alors, voilà, c'est un terrain glissant. Hein. J'ai rien contre la bienveillance, mais il faut faire attention que ce soit pas une exigence déguisée, quoi. Ça va? Moi, j'ai trouvé une question, je ne fais pas le malin, je l'ai trouvé à 45 ans, donc y en a qui avaient compris ça à 15 ans, tu vois. Donc, mais c'est de quoi tu as besoin, quoi. Si on se posait cette question-là, ça sauverait des couples, des relations parents-enfants, etc., etc. De quoi tu as besoin? C'est la phrase magique. Hein. Et puis, l'enfant apprenote, ouais, on invente des mots, hein. Et alors, le processus observation-imitation, évidemment, bon, je ne sais pas si on voit bien, mais en premier plan, on voit l'IM, on est sous un amandier au Maroc, puis il casse des amandes fraîches, puis il veut manger ses amandes. Vous voyez le regard en coin du petit frère, là? Vous voyez, lui aussi, il veut des amandes. D'accord? Donc là, il n'y a pas de planification pédagogique, d'accord? Il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas de processus, il n'y a pas de dispositif. L'enfant n'est pas le désigné volontaire d'un processus pédagogique dans lequel il est désigné comme libre. On n'est pas là du tout, d'accord? On est dans la vie telle qu'elle se passe, en fait. Et on est disponible et on a du temps, et de l'espace, et des cailloux, et des amandes. Voilà. Ça va? Alors,
c'est là que ça va se compliquer. Un rapport interstructuré à la connaissance. Alors pourquoi interstructuré ? Parce que tout pédagogue, prof, parent, éducateur, peu importe, on marche sur un fil. D'un côté du fil, il y a un précipice qui nous dit, voilà, je vais te déverser, toi l'enfant, je vais te déverser tout le savoir accumulé de l'humanité. Attention, assieds-toi, c'est parti. Vous savez, le cours magistral, là, vous voyez, ce qu'on appelle les spectacles son et lumière. Vous voyez, je ferai le son, tu verras la lumière. Vous voyez, le truc, bon. Et puis, de l'autre côté, les apprentissages autonomes, etc., je te laisse tout découvrir tout seul, Pythagore, tout ça. Voilà, allez-y, vas-y, je te laisse tout découvrir. Je veux rien t'enseigner, tu vois. Évidemment, c'est deux précipices, hein, c'est deux fossés. Alors nous, on marche sur un fil, et comment on aborde la connaissance? On l'aborde non pas par les réponses que l'humanité a trouvées, d'accord, mais par les questions. Alors, maintenant, on va faire une petite expérience. Il y a des profs de maths ici? Bravo. Alors, madame. Non, mais en fait, ça s'adresse à tout le monde parce qu'on l'a tous vu à l'école en tant qu'élève. Théorème de Pythagore. Tadadadan. On l'a tous vu. Je vous écoute. Et voilà le petit instant panique. Je ne sais pas si on a prévu assez de personnes à la sécurité. Voilà. Voilà. Alors, ceux qui l'ont retenu, parce que les autres, ils l'ont pas retenu. Alors, vous avez retenu quoi? Allez-y, quelqu'un. Voilà, A2 plus B2 égale C2. C'est la réponse. Mais vous n'avez pas retenu la question, en fait. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous n'avez pas retenu, parce qu'on ne vous l'a pas expliqué, quel a été le processus mental qui a amené Pythagore, alors c'est pas lui historiquement, enfin, peu importe, à créer ce... Tu vois, c'est-à-dire par quoi c'est passé, c'est quoi les étapes, c'est quoi les questions que lui s'était posées, en fait. Voilà, mais la corde à 13 nœuds, tout ça, on vous a pas parlé de ça? Eh bien non, parce que ça se passe en Égypte, donc quand Pythagore arrive, il voit à la fois les façons dont sont découpés les champs, mais aussi les angles droits des bâtiments, etc. Il dit, mais comment vous faites pour avoir cet angle droit? Alors les Égyptiens leur ont montré la corde à 13 nœuds, qui était l'instrument, en fait, l'instrument majeur de l'histoire de l'humanité en mathématiques, hein, la corde à 13 nœuds. Vous savez qu'on n'a retrouvé aucun plan de cathédrale, malgré toutes les cathédrales qu'il y a en Europe, vous le savez ça? C'est la corde à 13 nœuds, hein. Il n'y a pas de plan. C'est quand même curieux, hein, toutes les cathédrales qu'il y a, il n'y a pas un plan. Et voilà. Et en fait, cette corde, il suffisait de la plier, puis de la replier, de la multiplier. Et le mot multiplier vient de la corde à 13 nœuds. Vous voyez, etc. Donc là, si je prends 13 nœuds, parce que 12 espaces. Donc si j'en prends 3 dans un sens, 4 dans l'autre, en fait, il me faut 5 espaces pour relier et avoir mon angle droit parfait. D'accord? Et alors Pythagore se dit, mais c'est quoi le lien entre 3, 4 et 5? Parce que 4 et 3, ça ne fait pas 5, 5 moins 3, ça ne fait pas 4. Alors, comment je peux relier ces chiffres-là pour avoir les proportions que je veux? Je ne suis pas obligé chaque fois de le découper en 3 ou en 4, ma parcelle à mesurer. Tu sais. Et il se rend compte que s'il met ça au carré, alors 3 fois 3, 9, 4 fois 4, 16, 5 fois 5, 25, et que 9 plus 16 égale 25. Et donc, avec cette formule-là, même si mon parti là, c'est 3,88, eh ben, ça va être facile à calculer, j'ai juste à mettre ça au carré. Et voilà pourquoi vous n'oublierez plus jamais le théorème de Pythagore. Parce qu'on est passé par la question et pas par la réponse. Ça va? C'est ça, hein? Donc pendant que vous structurez votre savoir, le savoir vous structure intérieurement. Merci. Et... oui, ça va, c'est bon pour ça? On pourrait parler de Thalès et tout ça, mais je ne veux pas non plus vous torturer. Combien mesure la pyramide de Khéops? Voilà la question de Thalès. Et l'Égyptienne du coin lui dit, non mais on ne peut pas mesurer, c'est des dieux, nous on est des hommes. Aucune commune mesure. Mais lui, il comprend que si tel jour, telle heure, son nombre est de la longueur de sa hauteur, alors ça va être pareil pour la pyramide, et que l'angle qui passe du sommet de sa tête au sommet de l'ombre, c'est le même. Le sien est celui de la pyramide. Voilà le théorème de Thalès. D'accord? Alors combien mesure la pyramide de Khéops? 87 Thalès.
Voilà l'unité de mesure qui réconcilie les dieux et les hommes. Il s'est mis lui, quoi. Vous voyez, donc, vous voyez, c'est toute cette inventivité-là, toutes ces questions-là qu'on a perdues. Et voilà pourquoi... Alors, j'ai parlé de maths, mais on pourrait parler d'histoire, on pourrait parler... un dernier petit point sur les maths, après j'arrête, je vous lâche. Est-ce que moi, on m'a jamais dit, peut-être que vous le faites, j'espère, les racines carrées. On va dire, oh putain, la racine carrée, ça y est, c'est le bordel. Bon. La racine carrée... Attention, je vais vous créer un traumatisme national. C'est la racine d'un carré. La racine carrée, c'est la racine d'un carré. Si vous prenez la face d'un Rubik's Cube, d'accord, avec les 9 faces, si vous prenez en bas la racine, c'est 3. Donc la racine carrée de 9, c'est 3. La racine carrée, c'est la racine d'un carré. Puis quand je prends mon Rubik's Cube au complet, c'est-à-dire que j'ai 9 petits cubes, plus 9, ça fait 27. Donc la racine du cube de 27, c'est 3. Donc la racine cubique de 27, c'est 3. Oui, c'est la racine des cubes et des racines de carrés. Bon, enfin bref, voilà, j'arrête. Hein. Et là, j'ai mis les enfants qui font du feu, parce que pendant qu'on fait le feu fait l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? On croit qu'on va faire un voyage, et finalement, c'est le voyage qui nous fait. Vous voyez? Voilà, c'est ça, le rapport interstructuré au savoir. Ou nous défait, d'ailleurs, disait Bouvier. Et voilà, bon là, je vous achève avec ça. Alors voilà l'école que moi, j'ai vécue quand j'étais petit. L'école moderne au sens Charlie Chaplin, hein, les temps modernes. Donc, on est dans les catégories opérales, alors c'est de la discipline, les sciences positivistes, hein, le vrai savoir. Le programme formel, c'est classé par savoir, on est dans une approche didactique, on est en classe. On a des méthodes explicatives, du prof vers l'enfant. Les acquisitions des savoirs par discipline, en silo. Évidemment, l'évaluation, elle est normative. Et voilà, et on pose une note, voilà, 8 sur 10, etc. Mais ça n'existe plus, ça. Maintenant, on a une approche contemporaine, voyez. Donc, on parle d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité, dialogue des savoirs, interprétation des savoirs, l'herméneutique, le programme formel, mais aussi informel. On va parler des savoirs, mais aussi des savoir-faire, savoir-être, des savoir-agir. Ça, vous connaissez par cœur, hein, j'imagine. La pédagogie, les classes alternatives, les méthodes compréhensives plutôt qu'explicatives, le développement des compétences transversales. Et évidemment, à côté de la note, on mesure la progression de l'enfant avec le petit commentaire, on peut mieux faire qu'on a tous eu un jour. D'accord? Ça va? Oui? Mais il manquera toujours cet espace que je vous décris depuis qu'on a commencé ce matin, qui est l'espace pirate. D'ailleurs, on va reparler de l'éducation pirate après. La vie, elle n'est pas transdisciplinaire ou multidisciplinaire ou je ne sais pas quoi. Elle est indisciplinée et indisciplinaire. C'est pas une discipline, la vie, vous comprenez? C'est quand la vie, voilà. Donc, forcément, notre approche, elle est dans le nomadisme intellectuel, les formes d'autodidaxie. Il y a vraiment le savoir apprécier, le savoir ne pas faire, super important. Hein. Vous savez, quand vous forcez à ne pas faire, c'est les mêmes zones du cerveau que quand vous forcez à faire. D'accord? On a, vous savez, Jungle Speed. Vous connaissez le jeu Jungle Speed? Il y a un totem, puis suivant les cartes, comment elles tombent, il faut l'attraper ou pas l'attraper. Eh bien, la partie du cerveau qui vous dit qu'il faut l'attraper et celle qui vous dit qu'il ne faut pas l'attraper, c'est la même. Donc on a fait des méthodes de lecture où on va mettre 2 enfants avec un livre, il y en a un qui a comme consigne de lire et l'autre qui a comme consigne de ne pas lire. Vous voyez? Parce que c'est le même travail. Là, je balance des mots un peu comme ça, mais tout ça est évidemment référencé, documenté. Je vous assomme pas avec ça, mais il y a tout ça dans le livre. On parle évidemment de l'émergence, de l'incidence. Il faut de l'espace, il faut de la disponibilité. Sinon, vous savez qu'un didacticien n'obtient jamais que ce qu'il a prévu d'obtenir. D'accord? Comme le touriste voit ce qu'il est venu voir. Mais c'est tout. Vous comprenez? Donc on est dans évidemment les alternatives à la classe, le bricolage méthodologique, on ne sait pas, on essaye, on verra. On est dans les savoirs de circonstance, les savoirs autonomes, les compétences inattendues, évidemment. Vous comprenez que si vous mettez ça sur votre projet pédagogique à l'école, on va vous virer. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, on y va, on verra bien, quoi. Oui. Et les savoirs fugitifs qu'on oublie, etc. Et puis évidemment, on ne peut pas mettre une note à ça. On ne peut que constater le parcours. Donc l'évaluation, elle est cheminative. On parle de parcours de vie. Ça va? Je vais passer très rapidement cette
Et c'est moi qui ai pris la photo, hein, c'est pas un montage, ça. C'est en Lozère, au-dessus de Florac. Ah, je passe là, je dis, bon, allez, ils cherchent, c'est pas vrai. C'est sur la route depuis de Montvert, pour ceux qui connaissent. Et bon voilà, on se dit, oui, mais alors si on va, ok, très bien pour les enfants, mais si je vais pas à l'école, je fais ça très vite. Est-ce que mais mon enfant, il apprendra jamais rien, etc. Alors on a vu que tout ça, mais bon, c'est des inquiétudes qu'on a. Pour faire très vite, évidemment, bon, l'intelligence animale, ça va, tout le monde est au clair avec ça. L'intelligence végétale, on en parle beaucoup, hein, bon, tout le monde, voilà. Celui qui est en dessous, c'est le blob. C'est celui que, vous savez, il sort des labyrinthes, il trouve sa bouffe tout seul, il apprend, il transmet aussi, si on le connecte avec un autre comme lui, il va lui donner les solutions, etc. Et ça, c'est un être unicellulaire, vous voyez, un noyau avec un truc autour. Voilà, donc pas de cerveau, pas de système nerveux, tout ça, le truc il apprend, il transmet. Donc ce qu'on vous a dit sur l'apprentissage est désormais à remettre en question, vous voyez. La définition d'apprendre, c'est sans cerveau, sans système nerveux, vous voyez. Voilà, on est ailleurs. Hein. Donc est-ce que si mon enfant ne va pas à l'école, est-ce qu'il va apprendre? On peut se dire que oui. Hein. Si lui il apprend avec une cellule, les autres devraient pas être trop pires. On nous pose aussi souvent la question, oui mais d'accord, mais la socialisation. On va tuer le sujet rapidement. Des questions? Voilà. Bon, et puis après, on dit oui, mais alors si on ne va pas à l'école, il y a des questions de finances et tout ça. On pourrait revenir longtemps là-dessus. C'est chez moi, ça. C'est ma cabane au Québec. Et pas faire cliché, mais c'est... mais voilà... Bref, c'est une vie à réinventer, donc il faut modifier son rapport au travail, son rapport au temps, son rapport à l'argent, et du coup, ben voilà, on a une autre vie, quoi. Une vie où on a peut-être un peu moins d'argent, mais pas tant que ça, et puis on a aussi beaucoup plus de temps. En fait, vous savez, le temps, c'est l'or du siècle, hein, beaucoup plus que l'argent. Hein. Je vais passer rapidement là-dedans. Et évidemment, c'est un travail personnel, intérieur, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Peu importe notre situation face aux enfants, voilà, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Je rappelle, une petite anecdote, il y a eu la prof de mon fils, mes enfants vont à l'école maintenant depuis 1 an, par décision de tribunal en fait. Et alors, la prof vient me voir, elle me dit, j'ai des problèmes de discipline avec l'IM, hein, vraiment. Alors, je lui ai dit, bon, alors, je vais lui expliquer la façon dont ça se construit. Je lui ai dit, est-ce que vous avez des supérieurs hiérarchiques? Elle me dit, ben oui, le directeur, l'inspection... Vous êtes donc une inférieure et hiérarchique, en fait. Mathématiquement, vous voyez. Si vous avez des supérieurs, ça veut dire que vous êtes inférieur. Vous voyez. Bon. Et dans cette chaîne hiérarchique, qui y a en dessous de vous? Qui vous obéit? L'enfant. Donc vous considérez mon enfant comme un inférieur hiérarchique, en fait. Ben voilà. Vous voulez comprendre pourquoi vous avez des problèmes de discipline? Parce que vous considérez les enfants comme des inférieurs hiérarchiques. Voilà. Arrêtez de, tu vois... Prenez-les pour des gens normaux, vous allez voir, ça va bien se passer, quoi. Oui. Voilà, donc et donc cette liberté-là, si vous ne l'avez pas, c'est difficile de la transmettre, vous voyez. Voilà. Allez, je finirai par 2 petits points. Le premier point, c'est la conclusion que j'aime bien, parce que dans ce groupe-là d'enfants... Qui sont autour d'un feu la nuit entre 2 bras de rivière, il n'y a que des enfants, etc. Il y en a il y a 2 jumeaux, puis il y en a un, ils étaient une fois en voyage comme ça, puis une mamie qui leur dit ah ben alors comme ça vous n'allez pas à l'école? Et le petit a répondu exactement ce que j'avais à vous dire ce matin. Il a répondu ben parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Et voilà, vous voyez. Une fois qu'on est passé de l'autre côté du miroir, ben, vous voyez, on se rend compte qu'il y a toute une vie, tout un espace pirate, en fait. Et je sais que c'est pas facile, en fait, parce qu'on m'écrit très régulièrement, je dirais plusieurs fois par jour, hein, même souvent, pour me demander, mais là, comment je fais à mes enfants? Et c'est pas évident. Et je sais que ça prend un accompagnement, en fait, hein, de se sortir, en fait, hein, parce qu'on a tous été formatés un peu hein, par l'apprentissage, par l'école, etc. Alors, ben, j'ai mis en place avec mon ami Abdelkarim une formation qui accompagne les gens.
voilà, pour avancer là-dedans. C'est 35 modules, c'est plein de vidéos, c'est 10 heures de vidéos, il y a un forum à chaque module, etc. pour accompagner les gens qui veulent, où on aborde tous les sujets qui nous concernent. Et c'est une formation qui, pour le festival, là, on a décidé de faire un rabais aux gens qui... Si vous allez sur cette adresse-là, que la formation vous intéresse, et que vous tapez Montpellier en majuscule, ben, ça fait un rabais de 50 € sur la formation. Alors, s'il y a des gens que ça intéresse. Et c'est en place limitée parce que justement, c'est un accompagnement. Donc, il ne peut pas y avoir 3000 personnes. Vous voyez ce que je veux dire? On va le faire en place limitée. Donc, pour pouvoir dialoguer, s'accompagner. C'est vraiment comme ça qu'on l'a voulu. Donc, voilà, j'arrête là. Merci pour votre écoute. Merci, Thierry. Merci. Merci. Et il nous reste un peu de temps pour quelques questions, c'est ça? Tout à fait. On a une dizaine de minutes pour des questions. Alors, ça passe très vite, 10 minutes. Donc, si vous avez des questions, allez-y, dites-moi. Levez le bras, j'arrive. J'arrive. Ah oui, il faut le poser au micro parce que sinon... Pardon. Pourquoi vos enfants vont à l'école maintenant depuis 1 an, vous avez dit tout à l'heure? Parce qu'on est des parents séparés, que leur mère voulait qu'ils aillent à l'école et qu'on est tombé sur une juge qui ne pouvait pas donner ce qu'elle n'avait pas. D'accord. Voilà, la liberté. Voilà, pour le faire en 2 phrases. Hein. Voilà. Ouais. Oh, la pauvre, elle va... Bonjour. Bonjour. Donc, moi, j'ai écouté ce que vous disiez avec beaucoup d'intérêt, c'était très intéressant, etc. Par contre, moi, je suis donc enseignante dans une école, et mes élèves, quand ils ne sont pas à l'école, ils ne sont pas du tout en bateau en train d'aller voir les belugas, etc. Et donc, je trouve que c'est très intéressant, effectivement, pour les parents qui ont la disponibilité psychologique, sociale, enfin, qui ont toutes ces compétences acquises ou qu'ils ont eues à la naissance, enfin voilà, ça c'est des débats. Mais du coup, comment réussir à confronter toutes ces très belles idées avec la réalité de la société dans laquelle on vit et la réalité des enfants avec lesquels on vit tous les jours? Voilà, merci. Merci. En fait, on va se dire que, premièrement, 2 points, d'accord? C'est que vous faites un appel à la réalité, mais vous savez que la vérité ne se laisse pas avoir à nu, d'accord? La réalité objective n'existe pas en tant que telle, et chacun va se construire sa vie. Donc là, la vie, vous pouvez avoir une idée, une image et une réflexion, évidemment, tu sais, sur la société, que je ne vous enlève pas, tant mieux. Mais vous voyez, des vies... Vous savez combien de parents disent à leurs enfants « Non, tu ne peux pas faire ça, c'est impossible », et finalement, les enfants le font, vous voyez. Donc, on a des certitudes sur la réalité de ce qu'est la vie et la société qui se font un petit peu malmener quand on est dans ces réalités-là qu'on croit être immuables, se font malmener. Hein, je vous garantis que dans les familles qui font l'école à la maison, il y a des études statistiques qui battent en brèche tous les clichés qui peuvent y avoir. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des parents éduqués, ce n'est pas forcément des parents riches, etc. En fait, c'est juste une façon de réorganiser la vie, en fait. D'accord? Donc, c'est pas... Non, mais ça, moi, je connais toutes sortes de familles. Et en fait, le rapport à la liberté n'est pas forcément un rapport intellectuel à la liberté. Il n'y a pas forcément... En fait, dans votre question, il y a un sous-entendu, c'est déjà comment faire l'école à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je dois être équipé? Attendez, parce qu'on ne vous entend pas du tout. Oui, puis... en fait, c'est juste pour laisser la place à plus de monde, je ne veux pas rentrer dans un dialogue. C'est-à-dire, en gros, voilà, je vais vous faire une image. Quand vous devenez végétarien, moi je ne suis pas végétarien, mais d'un coup on vous dit, vous savez qu'on peut vivre sans manger du tout de viande, d'accord? Mais vous dites, je vais faire ça. Sauf qu'au début, vous ne savez pas être végétarien. Donc vous allez au McDo, vous prenez que les frites, quoi. Vous voyez? Parce que vous ne savez pas être végétarien. Mais au bout d'un moment... Eh bien, vous apprenez qu'il y a une gastronomie, qu'il y a des livres, qu'il y a des cours de cuisine, qu'il y a des circuits d'approvisionnement. Ça fait 4 ans que vous expliquez à vos parents que la dinde à Noël, vous ne la mangerez pas, etc. Mais au bout d'un moment, 4-5 ans plus tard,
vous ne posez même plus la question. Vous avez réorganisé votre vie, en fait. Voilà. Mais madame m'écoute plus, donc... vous voyez, les certitudes, elles ont besoin d'être confirmées souvent. Hein. Voilà, c'est ça le truc. Oui. Ça marche. Si, ça marche. Je reviens sur la scolarisation de vos fils. Je voulais savoir comment est-ce qu'ils l'avaient vécu. Puisqu'ils ont été déscolarisés toujours et... Ouais. D'accord. Ils ont quel âge aujourd'hui? 13 ans et demi et 10 ans. D'accord. Comment est-ce qu'ils ont vécu le retour à l'école? Ouais. Alors, c'est pas un retour, hein, c'est un aller. Oui, oui. Merci. mais vous voyez la difficulté qu'on a, hein. D'ailleurs, il y a un truc qui est incroyable. Je vous amène sur le mot rentrée scolaire. Vous savez qu'il y a le mot entrée qui existe, mais on parle de la rentrée scolaire. Un peu comme on retourne chez soi, on revient à l'état normal. On ne dit pas « je suis rentré en vacances ». Vous comprenez ce que je veux dire? On dit « je suis rentré à l'école ». C'est fou, hein? Mais bref, comment ils le vivent? C'est-à-dire, moi j'ai quand même obtenu, si vous voulez, de pouvoir faire un peu du unschooling à l'école, quoi. C'est des écoles alternatives publiques. Et on arrive tous les jours. Par exemple, je suis allé voir les 2 directeurs, là, parce qu'il y en a un au secondaire et l'autre au primaire. Et j'aurais dit, voilà, si vous me trouvez une étude sur les 30 dernières années qui nous explique, juste une, hein, qui nous expliquerait qu'il est urgent et important de réveiller un enfant qui dort, parce que c'est comme ça qu'il apprend le mieux. D'accord? Alors je vais réveiller mon enfant pour qu'il soit à l'heure à l'école. Mais s'il n'y a aucune étude, ça veut dire qu'en fait vous avez établi des horaires à l'époque de la société industrielle, à la révolution industrielle en 1880, que vous n'avez pas évolué depuis. Vous voyez? Donc là c'est votre problème à vous, c'est pas un problème, c'est pas à nous à s'adapter à votre manque d'adaptation, vous comprenez? Donc on arrive vers 9h, 9h30 au lieu de 8h, quoi, à peu près tous les matins. Et mais ce qui est complètement fou, c'est que les profs qu'ils ont, c'est des mamans aussi, vous savez, ça. Et donc quand je vais les voir, je leur dis, ouais, demain ils ont prévu une super journée, on va aller skier, parce que vraiment on ne viendra pas, on va aller skier, quoi. Et alors là, les profs me disent, oh, vous avez tellement de chance, j'aimerais pouvoir faire pareil avec mes enfants. Donc finalement, les gens ne sont pas idiots, puis c'est des gens normaux, vous voyez, ils comprennent qu'on a mieux à faire que d'être enfermé dans une salle, etc. Vous voyez. Bon, voilà, donc en fait c'est simple, moi, ce que je dis, vous voyez, y a pas, je ne suis pas trop dogmatique, hein, je dis simplement un enfant que il a sommeil, il dort, il a faim, il mange, tu vois, bon, vous voyez, il fait beau, on sort, voilà quoi. C'est pas très compliqué, hein. Voilà. Puis, moi, ce que je fais, c'est que je déconstruis tous les processus de manipulation scolaire, en fait. Voilà. C'est-à-dire toute cette novlangue managériale qui est rentrée dans l'école, où vous savez, par exemple, à l'école de Heikem, il n'y a pas de punition. Ben non, école alternative, 0 punition. Ils sont en rattrapage. Voilà. Vous savez qu'aussi, en Amérique du Nord, on est noté ABCD. Mais non, attendez, nous, on a réfléchi. On sait très bien que l'évaluation, c'est un poison violent. Donc, c'est nord, sud, est, ouest. Vous voyez? Donc, voilà, je leur dis, si vous pouviez arrêter de nous prendre pour des imbéciles, ça serait cool. Tu vois. Mais voilà, donc, quand Heikem vient me dire, oui, ils ont voulu faire une réunion sur le vivre ensemble. Oui, enfin, c'est le nouveau mot de la discipline, en fait. Tu vois, je veux dire, maintenant, il n'y a plus personne qui parle de hiérarchie, ni de discipline, ni de contrainte. C'est du vivre ensemble, collaboratif, et je ne sais pas quoi, vous voyez. Bon, voilà, donc moi, je déconstruis ça avec les enfants. Donc, ils y sont, mais ils ne sont pas dupes, en fait. Où en es-tu de ton projet? Ah ben, en fait, ce n'est pas mon projet, vous comprenez? Parce que moi, faire un projet de 10h à midi, alors, mon grand, il marque rien. Et où en es-tu de l'atteinte de tes objectifs? Non plus. C'est-à-dire que si tu veux que je fasse un projet, dis-moi, j'ai une autorité hiérarchique et je voudrais que tu fasses un projet. Voilà. Mais n'essaye pas de me faire croire que c'est le mien, quoi. Voilà, tu vois, donc il est là le truc. Ouais, non, il y a des profs qui ne me parlent plus. Hein. Mais je suis pas méchant, je leur dis simplement, la réalité, elle est là, quoi. Voilà, c'est la réalité, c'est que si moi j'ai envie de faire quelque chose, je ne vais pas le faire le lundi matin entre 10h et midi,
Oui, c'est pas comme ça que ça marche, la vie. La vie est indisciplinée et indisciplinaire. Alors après, que vous ayez choisi de faire ça comme ça, pourquoi pas? La vérité, elle est dans la diversité, hein, si ça arrange du monde que ça se passe comme ça. Moi, je ne prétends pas détenir la vérité. Maintenant, voilà, soyez conscients que voilà, c'est une forme parmi d'autres et qui est loin d'être la plus naturelle, quoi. Voilà, c'est juste ça. Thierry, on a très peu de temps, il nous reste 4 minutes et oui. j'ai plein de questions. Allez, pardon, j'arrête de parler. C'est bon? Devant? Tu veux? Vas-y, Alessandro, si tu veux passer le micro? Non? Bon, alors je passe ici. Bonjour Aurore, vous disiez tout à l'heure... Je vous vois pas, je sais pas où vous êtes. Ici. Ah oui. Un peu loin. On arrive en retard. Ah, ça va. Je vais recommencer. Alors. Vous disiez tout à l'heure sur le rapport hiérarchique, ou inférieur hiérarchique, et c'était intéressant. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est comment le professeur en face a perçu ce rapport que probablement elle avait assimilé et ne s'était pas posé la question, et comment vous suggériez qu'elle ou qu'il puisse changer. En fait, non, moi, je n'ai pas cette ambition-là. Comment dire, je veux pas... pour vrai, je veux pas emmerder les profs, quoi. Pour vrai, hein, je veux pas, moi, remettre en question leur pédagogie, leur vie, leur machin, etc. Je leur dis simplement, voilà, vous avez un problème, voilà le schéma tel que moi je le vois, et voilà ce qui, à mon avis, pose problème. Maintenant, si vous êtes là-dedans et que ça vous va, ou que vous préférez ne pas vous poser la question, ou que, peu importe votre... moi, j'ai pas de problème avec ça. Sinon, vous me dites j'ai un problème, voilà comment moi je le vois, c'est juste ça. Moi, je suis pas dogmatique, il n'y a pas la méthode Thierry Pardo, hein, ça n'existe pas. Hein. Oui. Bonjour, merci pour vos apports. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est pas facile ce choix, ça demande de l'accompagnement. Je m'interrogeais sur la manière dont vous aviez pu parvenir au lâcher-prise et à vaincre aussi, j'imagine, peut-être des peurs ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez finalement parcouru ce chemin plutôt seul avec vos enfants, ou est-ce que vous vous êtes entouré d'autres personnes qui ont fait les mêmes choix que vous? Parce qu'en voyageant, vous n'êtes pas parti avec d'autres personnes, j'ai l'impression que vous êtes parti avec votre famille. Enfin, je m'interrogeais un peu sur comment vous avez fait ce cheminement, ce lâcher-prise, ce dépassement des peurs, etc. Tout ça. Tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire à la fois c'est tout seul, c'est des lectures, c'est des recherches. Moi je fais une maîtrise, un doctorat là-dessus, donc c'est à la fois des recherches, une réflexion, des lectures, des rencontres, enfin voilà, c'est vraiment tout ça. Mais en fait la clé, elle est simplement que, ce que je disais, le système scolaire, c'est pas les enfants qui ont inventé l'école, d'accord? Donc à partir de là, ça n'a pas été fait pour eux, ça correspond ni à leur nature, ni à leurs besoins. C'est aussi bête que ça, hein. Sinon on les laisserait dormir. Hein. C'est les lois naturelles de l'enfant qu'on a réveillées pour qu'il aille à l'école. Vous voyez, ouais, bon, voilà. Et tout ça, en fait, une fois que je m'intéresse, il y a deux clés. La première, c'est je pars des besoins de l'enfant, premier truc. Deuxième truc, c'est que la responsabilité que j'ai envers mon enfant n'est pas là pour me conférer du pouvoir. D'accord ? C'est-à-dire que je peux avoir une responsabilité, parce que mon enfant, par exemple, il est malade, j'ai la responsabilité de le soigner, d'accord ? Mais ça ne veut pas dire que ça me donne du pouvoir. C'est pas parce que je vous invite à manger en disant je sais très bien faire le couscous, venez manger chez moi et je prends la responsabilité de vous inviter à manger et de vous préparer un très bon couscous, que ça me donne le pouvoir de dire finis ton assiette. Tu vois ? Voilà. Responsabilité et pouvoir, c'est deux choses différentes. Une fois qu'on a compris ça, regardez, on vient de faire 80% du chemin là. Bon, je sais qu'il y a plein de gens qui ont plein de questions. J'arrête pas de voir des bras qui se lèvent. Malheureusement, j'ai déjà les deux dernières questions. L'avant-dernière, puis la dernière. Bonjour. Oui. Je me pose la question sur les enfants donc, qui ne vont pas à l'école, comme vous expliquiez tout ça. Au niveau de, je vais employer un mot que j'aime pas bien, mais l'insertion dans le travail ensuite. Est-ce qu'il y a eu des études, enfin pas des études, mais est-ce qu'il y a les enfants qui ont eu ce genre d'éducation, est-ce qu'ils s'insèrent bien dans le monde du travail, ou du moins est-ce qu'ils sont tous freelance et travaillent pour leur compte parce qu'ils ont envie d'aller au travail à midi au lieu de 8h du matin?
Alors, effectivement, ça donne pour faire des réponses très courtes, mais on a des écoles libres, tu sais, comme Summerhill et tout ça, qui ont plus de 100 ans, hein, donc on a les enfants des enfants des enfants, là, tu sais, donc on a plein de réponses, hein, par rapport à ça. Mais en gros, ça donne des gens qui sont effectivement plus à l'écoute de leurs besoins, ça donne des gens qui sont plus, comment dire, effectivement souvent artistes et qui s'autorisent, en fait. Voilà. Après... là encore une fois, je dis que c'est un travail sur soi, son rapport au temps, au travail, à l'argent, etc. Alors, moi, mon souhait, c'est pas forcément que mes enfants s'insèrent dans un système que je considère comme malade et qu'ils aient la chance de faire leur burn-out à 35 ans comme tous les autres, tu vois. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est une réflexion sur le système au complet, quoi. Voilà. Dernière question. Allez-y, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aurais plein de questions, mais je pense que je vais aller droit au but. Et est-ce que vous croyez à une révolution éducative dans le milieu du service public? Parce qu'il y a quand même une réalité sociale, objective. Quand on a une classe de 3e qui a le brevet, donc on peut choisir de faire une école ou des cours comme Summerhill, mais c'est pas possible. Et puis tout nous en empêche, en fait. C'est des classes qu'on va plus avoir l'année d'après. L'équipe éducative, qui n'est pas réellement une équipe... pas de cohérence au final dans la pédagogie. J'entends. En fait, quand il y a un système qui ne vous convient pas, vous avez 3 façons de le changer. Enfin, 3 façons d'agir, en fait. Le premier, c'est de lutter de l'intérieur. Et il y en a plein qui le font. C'est les profs qui finissent plus souvent dans le bureau du directeur que les enfants. Voilà. Donc, et tant mieux, voilà. C'est-à-dire que, hommage à eux, moi, pas de problème. Ils ont une énergie que je n'aurais pas. Voilà. Vous pouvez lutter sur le système par l'extérieur, les parents d'élèves, les syndicats, etc., etc. Et pareil, ils ont une énergie que moi, je n'aurais pas. C'est-à-dire que moi, faire 17 rencontres pour choisir la couleur du ballon, tu vois, bon, je ne l'aurais pas. Voilà. Et la 3e voie, c'est celle que j'ai choisie, c'est qui est la piraterie, d'aller faire ailleurs autre chose autrement. Voilà. Et à la fois, donc, de ne pas combattre le système, mais de le démoder, quoi. Voilà. Puis, ces 3 luttes ne sont pas contradictoires. Voilà. Simplement, je pense que changer le système de l'intérieur génère beaucoup de souffrance, en fait. Et c'est Louvre, un auteur américain, qui disait concrètement, les parents ont le devoir de jouer sur la société pour essayer de changer le système, mais concrètement, ils n'ont pas le temps d'attendre qu'il change, quoi. Parce que mes enfants, c'est maintenant qu'ils sont enfants. C'est pas dans 8 ans, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Voilà. Donc, moi, j'ai pas le temps, en fait. Tu vois, qu'il y a un ministre qui, sur son lit de mort, dit « Ah oui, j'aurais dû », tu vois, j'ai pas le temps, tu vois, je veux dire, voilà. C'est maintenant qu'ils sont enfants, quoi. Voilà. Donc, moi, la façon dont j'ai trouvé de vivre, qui est un équilibre, et que vous pouvez juger, remettre en question, il n'y a pas de problème, hein, c'est que 90% de mon temps, je suis dans ma cabane, là, vous voyez, au fond des bois, je fais la cuisine, je prépare des petits lunchs pour mes enfants, tout ça. Et à côté de ça, j'écris des livres, et je fais des voyages pour vous rencontrer, voilà. Mais j'ai réduit ma zone de frottement avec la société, vous voyez. Je viens là, on se rencontre, c'est cool, j'adore ça. Et après, demain, je prends l'avion et je vais aller faire des petits plats à mes enfants, quoi. Voilà. Merci. Merci Thierry. Merci. Merci beaucoup. Merci. On a un peu de temps, tu fais une dédicace? Ah ouais, alors, si j'ai bien compris le programme, c'est que le jeune homme me kidnappe 4 minutes et après, je vais être à la librairie Gibert là-bas pour des dédicaces, pour ceux qui en veulent. Voilà. Merci Ça va beaucoup. Ouais. Merci beaucoup.